Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Tenlog TLD3 Pro. Alors version TMC 2208, pour celle que j'ai reçue moi. Alors cette machine-là va avoir un énorme potentiel parce que c'est une imprimante IDEX. C'est-à-dire qu'on va avoir un double extrudeur mais indépendant. Chaque extrudeur, chaque bloc sera sur un rail, enfin sur le même rail, mais en fait qui sera piloté via un moteur indépendant chacun avec sa propre courroie, ce qui fait qu'ils pourront se déplacer chacun pour faire leur petit travail, quoi. Après, bon, vu qu'on n'aura que l'axe Y pour les deux extrudeurs en même temps, bah, ils devront s'accumuler et faire le même travail. En fait, ça va être soit une version clone, c'est-à-dire que les deux vont faire le même travail, mais ils vont profiter du même déplacement pour le moteur enfin Y. On n'aura pas un machin qui va faire ça, un autre machin qui va faire un autre travail différemment. Donc tout ce que je vous dis là, c'est pour moi une découverte de ce modèle-là, enfin de ce type d'extrudeur. Tout ce qui est double extrusion avec une seule buse, hein, les extrudeurs cyclopes, là par contre je maîtrise, je sais comment ça fonctionne maintenant. Mais là, sur le IDEX, c'est la première fois que j'en ai une, ça fait un moment que j'ai envie d'en tester une. Donc déjà, je vais remercier Studiolab 39 de m'avoir permis de faire ce test. C'est une entreprise qui est en France, hein, qui est revendeur officiel de Tenlog, qui vous permet justement de l'avoir sans frais de douane. Vous n'avez pas de frais de douane, ni quoi que ce soit, de taxes à rajouter. Vous allez la payer 599 € en version TMC 2208 TTC, c'est-à-dire que voilà, elle arrive comme ça. Vous avez la version, alors de base, si je ne me dis pas de bêtises, la version de base, je crois qu'elle était à 560 €, c'est-à-dire sans TMC, c'est-à-dire que c'est du A4988, hein, le stepper standard. Sur la version standard, vous avez un rail sur l'axe X, hein, ça c'est bien, par contre c'est stable, c'est super pratique. On a vraiment un axe plus stable qu'avec des roulettes. Ça c'est vraiment intéressant sur ce genre de machine. Vu le poids qu'on va avoir avec les deux extrudeurs indépendants, chacun avec leur moteur, c'est pas du bottom, hein, c'est du direct drive sur les deux, ça c'est cool. On va voir, donc du coup, on a une version luxe, enfin de luxe qui est proposée chez Studiolab 39. Cette version de luxe, en fait, il va rajouter pas mal de petites choses dessus. Il va vous rajouter des chaussettes en silicone sur les extrudeurs, sur les cordes de chauffe. Il va changer les cordes de chauffe pour des meilleures qualités. On va avoir des bus de meilleure qualité. Il va vous changer le tube PTFE également de meilleure qualité. Vous allez avoir, tout va être vérifié, la visserie, tout ça, tout va être vérifié. Il vous rajoute également une plaque miroir si jamais la plaque de verre d'origine est bombée ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est cool quand même. Et ce qui est bien avec la version de luxe, c'est qu'il vous rajoute des petites pièces, genre des guides de filament, des trucs comme ça, qui sont imprimés en PETG. Il va vous rajouter vraiment le petit truc, le plaque de luxe, quoi. En gros, quand vous allez la recevoir, vous aurez une machine qui sera vérifiée, qui sera prête à l'emploi. Et vous n'aurez plus qu'à la rassembler, je pense. Parce que je pense qu'il ne l'envoie pas assembler, ça par contre, j'ai pas fait gaffe sur le site. Mais de toute façon, même si vous avez juste à la rassembler, vous aurez juste à remettre les 4 vis dessous et puis vous êtes reparti. Donc j'ai regardé vite fait, donc on a la version de luxe, on a une version sur mesure sur leur site également, où ils vous rajoutent la possibilité d'avoir... en fait, vous allez avoir sur le site, vous allez avoir plusieurs petites glissières. Vous allez avoir le choix entre rajouter des rails sur l'axe Y. Vous allez avoir possibilité d'avoir un meilleur plateau chauffant qui est en 220, je crois, si je dis pas de bêtises, en silicone. Enfin, vous allez avoir vraiment la possibilité de modifier tout ce que vous voulez. Et l'avantage également d'avoir Studiolab 39 en France, c'est qu'ils vendent également de la pièce détachée. Ça va être pratique pour trouver de la pièce détachée sur nos machines, qui seront plus faciles à avoir que si on devait recommander en Chine. Donc comme je vous disais, donc 599 €. Elle est actuellement jusqu'au 2 octobre à 530 € sur leur site en version TMC 2208. Donc si la vidéo vous plaît et que la machine en elle-même vous plaît également, bah, franchement, je pense que ça sera l'occasion de foncer dessus. Alors après, il y en a qui vont me dire, ouais, 530 € c'est un budget pour ce genre de machine. On a une machine en 30 par 30 avec un double extrudeur indépendant. J'ai regardé vite fait un petit peu toutes les features. On a les TMC 2208, on a double axe Z indépendant, c'est-à-dire que les deux Z ont chacune leur stepper, ce qui fait que moins ils s'équilibrent chacun. On a vraiment les deux Z séparés, on n'a pas les deux Z sur un même stepper, ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus précis. Les deux extrudeurs ont chacune, en fait, elles ont une petite carte séparée avec leur petit stepper attitré également. Ça, c'est cool. On a vraiment pas mal de petites options. Après, je vais vraiment regarder à fond cette machine, on va l'étudier ensemble de toute façon. Dans la partie 2, je vous ferai les impressions comme d'habitude avec la conclusion et tout, mais il y aura également un tutoriel pour vous expliquer comment imprimer. Parce que le IDEX, justement, va permettre plusieurs choses. Il va permettre d'imprimer en mode symétrie, c'est-à-dire qu'on va avoir les deux mêmes objets, mais comme mes deux mains là, c'est-à-dire face à face. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut faire des objets, je sais pas, par exemple, si on a un truc, un robot ou quelque chose d'autre, je sais pas, on veut faire deux pièces, mais la droite et la gauche en même temps, ben, au moins on divise le temps par deux, on n'aura pas à faire les deux pièces l'une après l'autre. Là, on fera les deux pièces en même temps. Alors après, ce qu'il va falloir penser à prendre en compte, c'est que comme c'est un plateau de 30 par 30 et qu'on a deux extrudeurs, ben, si on fait deux pièces en miroir, il faut couper en deux. C'est-à-dire qu'on aura un volume de 15 par 15 par contre pour les deux. Enfin, 15 par 15, mais toujours 30 dans la profondeur. Ce qui fait qu'on a quand même un volume assez intéressant, et également dans la hauteur. Donc ensuite, après le mode miroir, on aura le mode clone. C'est-à-dire qu'en fait, on va imprimer les deux mêmes objets également
en même temps. Ce qui fait que là également on divise le temps par deux. On va faire deux couleurs chacune, par exemple on peut faire un orange, un bleu en même temps. Il y aura ça, et il y aura également le mode, du coup, là où ça va prendre tout son potentiel, ça va être le double extrudeur, double matériau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du filament soluble, du filament solide, c'est-à-dire du PLA, de l'ABS ou quoi que ce soit, mélangé avec du soluble. On pourra mettre de l'HIPS, on pourra mettre du... Alors il y a quoi d'autre? Il y a le PVA, tout ça c'est des filaments qui fondent dans l'eau, ce qui vous permet de créer des supports, vous les mettez dans l'eau, et au moins les supports ils fondent, et ça vous évite de les casser à des endroits, ça fait pas de traces, ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. Et ça vous permet de mettre des supports à des endroits que vous n'auriez pas pu mettre avec un filament standard, que vous auriez dû casser. Et il y aura également la possibilité de faire plusieurs matériaux. Là, l'avantage, contrairement à un extrudeur simple, mix, c'est-à-dire enfin un double avec une seule tête, là au moins on peut avoir une température définie sur chaque extrudeur. Si on veut faire du TPU ici à 240 degrés et du PLA ici à 205 degrés, là on peut, et on n'aura pas le problème qu'on a sur les extrudeurs mix, où il faut que la buse elle attende de redescendre en température pour pouvoir imprimer le deuxième matériau. Ce qui crée souvent une erreur sur certaines imprimantes. Moi j'ai eu le cas sur la D12 là par exemple. Si on doit attendre que le matériau redescende, ça crée un thermal runaway parce que le temps qu'il attend de l'autre, il ne comprend pas pourquoi l'autre il est encore à 240 alors que l'autre il était à 205. Enfin, ça crée des problèmes de ce côté-là. Là, on va vraiment avoir un gros potentiel. Moi, j'ai envie de faire des pièces en TPU mélangées avec du PLA. J'ai envie de faire des roues, par exemple, avec des pneus intégrés qu'on n'aura pas à se faire chier à enfoncer à l'intérieur. Donc là, ça va être un énorme potentiel pour tout ça et j'ai vraiment envie de voir. J'ai envie de faire exprimer tout son potentiel à cette machine-là. Donc, allez, on va attaquer ce déballage. Dans le déballage, je vais pas faire grand-chose. Je vais tout sortir du carton. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc les cartons, vous connaissez à force. Donc le gros du gros, ça va être surtout le montage. Sinon, la vidéo va encore durer 15 ans. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc on va regarder vite fait on va regarder tout ce qu'il y a dans le carton. J'ai commencé déjà à regarder, j'ai potassé. Je voulais voir si la plaque de verre n'était pas esquintée ni quoi que ce soit. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai enlevé la plaque de miroir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a expliqué qu'il n'a pas eu le temps de poncer les côtés, ce qui fait que du coup, je préfère éviter de me couper pendant la vidéo. Donc du coup, je l'ai mise de côté. Mais comme je vous disais, donc il vous fournit un miroir avec la machine pour au cas où que la plaque de verre d'origine ne soit pas plate. Après, j'ai regardé vite fait la plaque de verre là. C'est une plaque de borosilicate, ce qui fait que déjà on a quelque chose de bonne qualité, on a quelque chose qui est fait exprès pour chauffer. C'est pas une plaque de verre qu'on trouve chez Leroy Merlin ni quoi que ce soit. Là, on a une vraie plaque de verre avec les bords qui sont aiguisés proprement. Enfin, je veux dire, on risque pas de se couper, on peut frotter sur la plaque de verre, là on risque rien. Ça, je trouve que c'est déjà bien, enfin c'est qualitatif déjà pour la marque. Ensuite, j'ai regardé vite fait, on a des blocs en aluminium qui sont assez costauds. Ça me fait plaisir également, ça respire la qualité. Par contre, j'ai remarqué un tout petit truc quand je l'ai démonté, enfin quand j'ai sorti la boîte. On va regarder ensemble, mais il y a des trucs à vérifier. Il y a pas mal de visseries à regarder. Il y a des personnes sur Instagram qui m'ont regardé également, là, qui m'ont vu que j'avais testé cette machine-là, et ils m'ont dit, pour ceux qui l'ont déjà, ils m'ont dit de bien contrôler toute la visserie, parce qu'apparemment, c'est un des défauts de cette machine-là, que la visserie n'est pas vérifiée correctement. On a un petit QC ici, là, un contrôle qualité vérifié, enfin, ils disent qu'il est passé. Rien que quand on voit le truc qui est pas serré ici, on sait que ça, c'est pas passé. Ou alors, je sais pas ce qu'ils appellent contrôle qualité, au final, c'est peut-être se dire que les vis, elles sont en bon état, mais c'est pas serré. Donc ça va être un petit point à contrôler vraiment partout. De toute façon, sur toutes les machines chinoises que vous allez recevoir chez vous, vous démontez, vous remontez si vous avez vraiment le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous contrôlez quand même tous les serrages. Vous prenez une petite clé BTR, vous serrez tout ce qui est desserré. Enfin, tout ce qui vous semble d'apparence important, c'est-à-dire tous les éléments mécaniques qui vont bouger. Si c'est le boîtier qui est desserré, ça c'est pas très important, c'est pas très grave. Mais par contre, tous les éléments courroies, les tenseurs de courroie, les trucs qui tiennent les moteurs, tout ça, les trucs qui tiennent les roulements, même le portique, si le portique il est pas serré et qu'il bouge comme une feuille morte, non, ça va pas, ça vous donnera des impressions de qualité dégueulasse. Donc là, c'est très important. On a 2 rails à bien contrôler également, parce que les rails c'est avec des billes, il faut bien vérifier que tout soit serré là. Également, toutes les vis des rails, parce que il faut bien regarder qu'il n'y ait pas une vis qui sorte ou quoi que ce soit, que ça tienne vraiment bien dans l'axe. Par contre, il y a de la graisse, ça vous ferez gaffe également, vous mettez des gants si vous voulez pas vous salir. Donc on a une notice d'assemblage. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous raconte là-dedans? On a 2 extrudeurs qui sont sur les côtés. Alors les 2 blocs d'extrusion. Bon après, j'ai regardé vite fait ce qu'il y a dedans. Ok, on nous dit les vis M5, donc ouais, il y a 4 vis à mettre par-dessous. Et la structure est assemblée techniquement, c'est juste ça. Après, il faudra fixer donc les 2 blocs d'extrusion sur ça avec les vis M3 par 16. On va assembler les 2 supports de bobine. Alors moi, les supports de bobine, je ne vais pas les mettre en haut. Je les mettrai à côté pour l'instant, le temps de faire les tests. Mais cette machine-là va être dans l'atelier, il y aura la tringle au-dessus. Je suis en train de fabriquer tout un rail exprès pour mettre toutes mes bobines avec un système
que j'aurais juste à reclipser quand j'aurai besoin de changer des bobines, parce que sinon je vais me faire chier à défaire les bobines et tout à chaque fois. Donc là je vais faire un système avec un rail et tout, parce que j'ai pas envie d'avoir des bobines sur les portiques, ça c'est quelque chose que je recommande pas, surtout quand on en a deux, déjà avec le poids des extrudeurs qui vont bouger et tout, je veux dire ça fait énormément de mouvement. Le but c'est d'avoir le moins de mouvement possible en haut du portique, comme ça évite que ça bouge. On a un petit ventilateur cage d'écureuil qui est sur le côté là, qui souffle sur la pièce. Le petit évent il est imprimé, la forme est bien, ce qui veut dire qu'en fait il va souffler pile sur la pièce, on verra si ça fonctionne bien en conditions réelles. On a le ventilateur qui est ici. Alors c'est pareil, le petit ventilateur qui est ici va souffler sur le bloc de chauffe. C'est pour ça que moi je vais regarder, parce que j'ai cru apercevoir qu'il avait mis des chaussettes dedans. Ça, c'est un truc super important, c'est d'isoler ça, parce que là, le ventilateur souffle dessus. S'il souffle dessus, lui, il va avoir du mal à chauffer, à maintenir la chauffe. Ça peut faire des thermal runaway, ou alors, si elle est désactivée, ça crée des erreurs, ça fait des bouchages, en fait. Parce que la chaleur va remonter va remonter, et puis ça va faire de la merde. Alors après, j'ai l'impression, c'est fait avec des ailettes à l'intérieur, ça a pas l'air d'être mal foutu comme système de conception. On verra. Alors après, je vais la baser sur du PLA, TPU, je vais pas faire d'ABS avec. Je pourrais, mais je testerai au final, on verra. Mais elle n'est pas fermée, donc voilà quoi. Donc, premier bloc. Alors, faites pas gaffe à la petite pochette qui est ici. En fait, ça, c'est des noix en laiton pour l'axe Z. En fait, j'en ai avec des anti-backlash. En fait, c'est avec le ressort. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Parce que celles qui sont d'origine là, j'ai vu que ça bougeait légèrement sur la tige. J'ai vraiment envie de partir sur de bonnes bases. Ça, c'est un petit conseil que je vous donnerai également pour l'améliorer. Alors, d'après ce que je vois là, j'avais regardé sur son site, il parlait du kit de luxe, et en fait, tout ça, là, c'est ce qui est fourni en plus. Ah bah si, voilà, je vous disais, donc du coup, il y a des chaussettes. Il y a des chaussettes... je vais ouvrir le paquet, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Alors faites gaffe, il y a des vis. Alors ça doit être des vis qui doivent servir en plus pour fixer tous les accessoires qu'il y a à côté. Là, vous voyez, il y a des vis déjà dedans. Donc là, ça, c'est des outils quoi, vous pouvez fixer sur la bécane. Là, on a une petite brosse métallique pour nettoyer les buses. On en a deux, une pour chaque extrude. Ah, quoique non, je dis une bêtise. Vu le truc, là, ça doit... Moi aussi, c'est pour nettoyer les buses. Mais en fait, ça va être en position de parking que l'extrudeur va venir se frotter dessus, je pense. Je vous dis ça, hein, je découvre la machine en même temps que vous. Je me fais cette petite idée que ça sert à ça, en fait. Parce que d'après ce que je vois, à mon avis, ça va se fixer ici. Ah, c'est ça, il y a deux trous exprès, là. Donc, à mon avis, ça va venir nettoyer les buses. En position de parking, ça évitera qu'il y ait de la coulure. C'est pas con comme idée, système de petites brosses à dents là. On a deux petites chaussettes. Bon c'est nickel, j'aurais pas à les fabriquer du coup. Du coup, je vais en profiter pour les monter maintenant. Alors après, on a des blocs ici. Alors c'est des blocs. Alors c'est pas du bloc full metal, c'est du bloc avec PTFE qui va jusqu'à la buse. Dans les deux là, on a deux blocs de rechange du coup. Ça va être. Alors, je vais peut-être pas l'ouvrir si c'est une buse, j'ai évité de la paumer. Je pense que c'est des buses. C'est des buses qu'il y a dedans. Rien qu'en touchant, on sent que c'est des buses. Alors ça doit être... Ça doit être des supports pour passe-câble, je pense. Ça. Parce que c'est ce qui était marqué, je crois, sur le site. Je regarderai plus en détail, ça je vous en reparlerai dans la partie 2, tout ça. Donc du coup, il y a les petites chaussettes, ça c'est cool. Je vais en profiter pour la monter maintenant. Alors, les chaussettes, alors le style de bloc de chauffe, pour ceux qui chercheraient le style de pièce détachée que c'est du style MK10. Ah, le bloc là, c'est du bloc MK10. Allez hop, on va démonter tout ça. Allez. Donc là, du coup, on a le deuxième bloc, exactement le même que le premier, à la seule différence près qu'en fait, on a marqué E1, E2, et que sur le E2, en fait, on a un système de... En fait, on a un écrou, là, avec une clé qui permettra de régler l'offset. Ça, on le fera pendant la partie calibration. Donc du coup, là, c'est nickel, j'ai sorti ça. Je trouve que c'est pas mal, ce système, en fait, là, parce qu'il y a des cales. On n'a pas l'air d'avoir un truc... Enfin, je veux dire, c'est démontable rapidement. On n'a pas 36 millions de cales, c'est tout bloqué dans le truc. Juste avec un connecteur style DB15, là, style VGA. À visser, c'est pratique. Ce qui est bien avec du DB15, c'est qu'on a des bonnes sections, contrairement à du RJ45 que j'ai vu sur certaines machines. Là, sur la D12, par exemple, c'est du RJ45. Là, on a quelque chose de plus épais comme câble, au final, je trouve. Pour l'ampérage de la cartouche chauffante, ça peut aider un petit peu quand même, dans le temps, à éviter que ça crame, quoi. Donc là, c'est quoi, ça? Je vois qu'il y a deux roulements au fond, donc ça, je pense que ça, c'est des guides pour les bobines, ça, je pense. Des guides fil. Je regarderai ce que c'est plus en détail, ça aussi. On va attaquer le montage, donc du coup,
J'ai fait 2-3 petites choses pour gagner du temps, pour éviter de prendre trop de temps dans la vidéo. Ce que je vous avais dit tout à l'heure dans la partie quand j'ai déballé la machine, en fait, on avait le portique qui bougeait. Alors, ce que j'ai fait, vous allez le voir sur la petite caméra, je vous l'avais dit en début de vidéo, je vais remplacer les petites noix comme ça par des noix anti-backlash. On a la noix plus un petit crochet. En fait, alors on a un petit écrou qui se met au-dessus, qui a un trou en fait. Et ce petit écrou va venir avec un ressort se compresser. Ce qui va se passer, c'est que les deux écrous vont se pousser l'un à l'autre, ce qui fait que du coup, on n'aura pas de jeu. On n'aura pas de jeu et du coup, la tige, ça lui permettra d'éviter d'avoir un mouvement. En fait, là, l'axe, il est complètement fixe et il ne bougera pas, ce qui fait qu'on n'aura pas de micro-vibration ou quoi que ce soit qu'on peut avoir des fois dans les axes Z. Alors, cette petite modification n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez très bien vous servir de la noix d'origine, mais moi, j'aime bien faire ça maintenant parce que j'ai trouvé qu'en fait, elle avait un tout petit jeu et avec un peu de temps, au final, on gagne un petit peu en jeu à force avec ces petits trucs-là. Alors, également, un autre truc qui est important à faire, c'est de prendre des petites bombes comme ça de graisse blanche au lithium. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, hein. Vous pouvez prendre également des graisses style chaîne pour vélo, des trucs comme ça et tout. Moi, j'utilise ça, pourquoi? Parce que c'est très pratique à faire. Normalement, il y a un chip sheet, là, je l'ai enlevé parce que du coup, je m'en suis servi pour une autre bombe. Et en fait, ce chip sheet, là, vous en mettez sur les tiges. Et ça vous permet d'avoir quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps. Également, sur cette machine-là, on va devoir en mettre également sur le rail ici, pour que justement, ça permette d'avoir une meilleure longévité des billes. Hein. Parce que comme on a des billes qui sont en frottement, enfin qui roulent sur l'axe métallique, là, le rail, c'est bien de le graisser. Bon là, il est déjà graissé d'origine, mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de graisse en fait. Il y a des endroits où il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que du coup, vaut mieux en rajouter un peu plus. Comme ça, vous aurez quelque chose qui va tenir beaucoup plus longtemps. Et ça vous permettra d'avoir une imprimante qui dure beaucoup plus longtemps également. Alors, une autre chose également, les excentriques. Il y en a beaucoup qui me demandent comment on règle les excentriques. C'est pas compliqué, vous avez votre clé qui est ici. Vous avez une petite noix qui se trouve... Alors, c'est ça, c'est bon. Vous avez une petite noix, en fait, qui est sur l'axe. Je ne sais pas si vous allez la voir à la petite caméra. Vous avez une petite noix qui est ici. Celle qui est... En fait, c'est la seule qui en a une. Après, les autres, c'est tous des entretoises en métal qui est à la place. Là, vous avez une petite noix exprès. Alors, c'est pas celle qui est contre le portique, c'est celle qui est contre la plaque. En fait, ce que vous avez, c'est que vous avez un trou qui est plus grand que le trou normal. Et votre excentrique, en fait, ce qui se passe, comme son nom l'indique, c'est un excentrique. Ce qui fait qu'en fait, votre centre, votre écrou n'est pas au milieu. Il est sur le côté. Et en tournant cette petite noix, ce qui se passe, c'est que ça va pousser plus ou moins votre roulette au niveau de la glissière. Et plus vous allez la tourner, plus ça va comprimer. Alors, le juste milieu à trouver, il y en a qui vont dire faut que la roue glisse. Moi, j'aime pas quand la roue glisse, parce que si la roue glisse, ça veut dire qu'on a du jeu, et que du coup, on n'est pas en appui contre le truc. Normalement, on n'est pas censé avoir du jeu. Alors, il faut la tourner vraiment. Vous allez avoir un moment où vous allez tourner, vous allez avoir du jeu, vous allez tourner jusqu'à ce que le jeu s'arrête totalement. Une fois qu'il est arrêté, la roue ne bouge plus, et vous avez un axe qui est vraiment rigide et qui ne bouge plus. Mais qui est pas en force non plus, qui est pas comprimé totalement. C'est vraiment à la limite. Parce qu'à force, de toute façon, quand la roue va travailler, au final, elle va se placer. Parce que comme elles n'ont jamais servi, elles vont se placer par rapport au rail. Elles vont se travailler, elles vont se creuser légèrement. Et de temps en temps, il faudra venir voir si ça se dessert pas ou pas. Il faudra remettre un tout petit cran. Donc du coup, comme je vous disais, on va avoir toutes les vis à contrôler. Donc du coup, hier, j'ai regardé, toutes celles-ci étaient desserrées, les 4 là. Les vis des moteurs de l'autre côté étaient desserrées. On avait également toutes les vis qui tenaient les roues qui étaient toutes desserrées. Au niveau du rail, j'en avais quelques-unes qui n'étaient pas serrées. Alors vous prenez les clés Allen qui sont fournies avec, ou vous prenez vos propres outils. Bon là, elles sont toutes serrées maintenant parce que j'ai tout contrôlé là, pour gagner un peu de temps en vidéo. Vous allez avoir tout ça à contrôler. Vous allez également contrôler tout ce qui est serrage du portique, hein, au niveau de l'équerre en haut. Là, les deux vis qui sont ici de chaque côté. Vous allez bien les contrôler, voir qu'elles sont bien serrées, qu'elles sont bien mises d'équerre surtout. Vous prenez les clés BTR, hein, vous regardez un petit coup, vous en remettez un petit coup de temps en temps si jamais... De toute façon, avec le temps, il ne faut pas hésiter à en remettre un petit coup. Quand la machine va travailler ou quoi que ce soit, même quand vous êtes dans une pièce chaude ou une pièce froide, le métal ne va pas se dilater de la même façon et des fois ça peut arriver que ça se dessert. Surtout que là, on n'a même pas de rondelle sur les vis, du coup on n'a pas de compression correctement faite par rapport à un système avec une rondelle. C'est pour ça que les deux vis en dessous, on a des rondelles en plus qui sont fournies. Normalement, toutes les vis devraient être fixées avec des rondelles, mais ils n'en mettent pas partout. Donc ça après, vous pouvez en rajouter. Hein. Moi, ce que je fais en général sur certaines machines, j'en rajoute des rondelles quand je vois que ça risque de se desserrer ni quoi que ce soit. Sur la D9, par exemple, j'ai tout contrôlé. J'ai rajouté des rondelles sur tous les écrous. Parce que comme c'est une grosse machine qui a pas mal tendance à bouger, qui a besoin d'avoir des contraintes bien respectées,
c'est primordial de vérifier tout ça. Sur des petites machines de 20 par 20, ça bouge pas énormément, on n'a pas beaucoup de vibrations, bah, du coup ça va, ça tient. Mais là, n'hésitez pas à contrôler tout ça, les serrages. Même derrière le système qui tient la tige ici, là, je trouve que c'est bien pensé parce qu'on a la tige en fait qui n'est pas contrainte. Hein, elle peut bouger légèrement, ce qui fait qu'au final, on a quand même un guide hein, qui nous permet d'éviter d'avoir la tige qui se balade. Et ça évite également de tordre la tige ni quoi que ce soit. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas contrainte, ce qui fait qu'elle est quand même maintenue, mais elle est libre. Ce qui fait que du coup, bah, si la tige elle n'est pas tout à fait droite ou quoi que ce soit, bah, ça évitera de faire forcer le moteur quand il montera. Donc ensuite, on va avoir une autre chose à faire, ça va être la tension des courroies. Quand elle est arrivée, la machine, elle n'était pas du tout tendue, ce qui fait que du coup, bah, ça nageait pas mal. Alors pour serrer les courroies, enfin pour les tendre, en fait, ce qu'il va falloir faire, vous allez prendre une clé Allen qui est fournie avec. Alors c'est la moyenne. Vous prenez la moyenne clé BTA. Vous avez 4 trous ici. Soit vous faites comme ça, vous démontez, vous démontez pas le petit carénage et vous y allez comme ça, vous desserrez les 4 trous. En fait, ces 4 vis, c'est les vis des moteurs. Alors de ce côté-là, il va falloir baisser le moteur. En fait, c'est un espèce de houblon dans lequel il y a le moteur avec les vis et vous allez descendre un petit peu. En le baissant, ça va tendre la courroie. De l'autre côté, ça va être l'inverse. Il va falloir desserrer ici les 4 vis, remonter le moteur, ça va tendre la courroie du bas. Une fois que c'est fait, vous le maintenez bien avec vos mains et vous le serrez. Une fois que c'est serré, vos courroies sont tendues et là on a quelque chose de bien de nickel quoi. Tout le portique est contrôlé, vérifié, serré, courroie tendue, tout est ok. Il me reste plus qu'à attaquer ce côté-là que j'ai pas pu faire du coup en caméra puisque le micro avait coupé, donc du coup j'ai dû tout recharger et là je vais vous faire ça en live. Alors on va monter la machine, ça va pas être compliqué, on va pas avoir grand chose à faire. On va avoir les 4 vis à monter, tout ce qui sera câble à connecter et on sera bon. Avant de faire ça, je vais en profiter pour du coup contrôler l'axe, là, serrer l'excentrique. Et après, on va regarder la partie électronique vite fait avant de monter tout ça, ça sera plus facile à manipuler. Je vais vous montrer tout ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une petite astuce. Pour le plateau, sachant que les excentriques sont pas forcément bien serrés en dessous, et qu'on ne peut pas passer de clé par en dessous, en fait, vous savez, vous avez un contre-écrou. Le problème, c'est que ce contre-écrou, on ne peut pas passer de clé parce qu'il est par en dessous. Ce qui se passe, c'est que du coup, comment on fait pour serrer? Parce que quand on va tourner l'écrou en haut, le contre-écrou va tourner en permanence. Et ce qui va se passer, c'est que le problème, c'est que comme il va tourner en permanence, on ne peut pas serrer. Alors, ce que je vais vous conseiller de faire sur cette machine-là, et c'est valable sur toutes les machines où vous ne pourrez pas passer en dessous, hein, si c'est possible de le faire, mais c'est surtout pour cette machine-là. Vous allez desserrer votre moteur, vous allez le rentrer vers l'avant, vous allez défaire votre courroie comme ça, et ensuite vous allez défaire les 6 vis qui tiennent le portique, enfin tout le plateau. Une fois que vous avez défait ça, vous pouvez accéder en dessous. Et là, on va pouvoir faire notre petite tambouille, c'est-à-dire qu'on va pouvoir serrer notre contre-écrou. Parce que si on ne fait pas ça, le problème c'est qu'on ne pourra jamais le serrer, notre contre-écrou. Vous voyez que là, il y a vraiment, il y a énormément de jeux. Vous avez vu le jeu entier qu'il y a? Ça, c'est énorme. Et il y en a sur toutes les vis, hein, sur toutes les vis. On va devoir prendre notre petite clé plate, la placer ici, et après on ajustera légèrement. Et là, du coup, comme on va serrer quelque chose correctement, et là, du coup, on aura une machine qui n'aura pas de jeu. En fait, les roulements étaient même pas finis d'être serrés. Ce qui se passe, c'est que du coup, les roulements, quand on serre là, en fait, ça les comprime. Et ils se serrent l'un et l'autre, quoi. Voilà, donc j'ai resserré les 6 vis du plateau, j'ai retendu la courroie. Alors, également la courroie, il y a un petit truc intéressant à savoir. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça, vous pouvez prendre, je sais pas moi, la grosse clé Allen, par exemple, qui est fournie avec, là. Pour la tension de la courroie, au fond, en fait, vous avez un petit trou ici. Ce petit trou, moi, je m'en suis servi. En fait, ce qui se passe, vous desserrez le moteur, vous faites légèrement levier vers l'arrière, et en fait, une fois que vous faites levier, ça va vous tendre votre courroie. Et ça va vous permettre de le placer correctement, et comme ça, votre courroie est bien tendue. Là, on a réglé les 4 excentriques, enfin les 2 excentriques d'ici, les 2 excentriques de là. Là, on a quelque chose qui ne bouge plus. Bon, là, ce qui bouge, c'est la table. Si je plaque l'imprimante, là, vous voyez, ça ne bouge plus. Les courroies sont bien tendues. Le end-stop est bien réglé. Tout est nickel. C'est pareil, le end-stop, pensez à le desserrer un tout petit peu et à le remettre droit parce qu'en fait, il est légèrement penché sur le côté. Je trouve que c'est pas... Enfin, visuellement, ça me plaisait pas. J'aime pas quand c'est pas aligné, que c'est dégueulasse. Alors, ensuite, on va avoir notre petite nappe ici à brancher. Enfin, ça, c'est une petite prise aviation. Hein. C'est un truc tout simple à brancher. Vous pouvez pas vous tromper de sens. Il y a un petit méplat, un petit creux sur un côté. Vous le mettez et hop, vous serrez. Vous mettez votre petit... Hop là. Voilà, ça c'est nickel. Ce que j'aime bien, c'est que c'est tout avec des gaines tressées, c'est propre. C'est pas des trucs plats, au moins on a des vrais fils avec des vraies sections, j'ai regardé. On a des fils qui sont vraiment assez épais pour les signaux, pour conduire l'électricité et tout. Là, pour le plateau, on a vraiment 2 câbles qui sont assez épais quand même.
Ça évitera que ça crame, que ça prenne feu ni quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, on a vraiment quelque chose de bien étudié. On a le plateau, le petit connecteur du plateau qui est directement fixé sous le plateau. Il est fixé avec quelque chose qui le tient. On a vraiment quelque chose qui va éviter que ça se plie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, sur certaines machines, sur les Ender 3, au tout début, les toutes premières versions, on n'avait pas de pince. Ce qui se passe, c'est qu'à force, le truc bougeait, même sur tout ce qui était Annette et tout comme ça. Vous avez des espèces de connecteurs blancs là. Ça, c'était le mal, ce truc-là. Ça finissait par faire des courts-circuits. Ça faisait, en fait, les petits connecteurs dedans, ils faisaient des arcs électriques et ça finissait par cramer le connecteur. Ça renvoyait une surtension au niveau de l'alimentation, enfin pas de l'alimentation, ça renvoyait dans la carte mère et au final, ça cramait soit le MOSFET de la carte mère, soit ça remontait l'alimentation, en prenait aussi une châtaigne et l'alimentation se mettait à siffler derrière parce que ça faisait vraiment un joli court-circuit, quoi. Là, on a vraiment quelque chose de bien. Ça protège également les soudures, parce qu'il y a également un petit truc que je vais vous donner comme conseil. Faites attention sur vos imprimantes quand vous utilisez des petites pinces comme ça. Des fois, vous avez des plateaux chauffants où vous avez les deux petits connecteurs qui sont à ce niveau-là. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir tendance à mettre la pince au milieu comme ça. Et si jamais ça touche les connecteurs, ça fait un court-circuit. Vous pouvez soit vous prendre une châtaigne sur un plateau de 220, ben là c'est pas compliqué, vous allez le sentir passer. Soit sur un plateau de 24 volts, c'est pareil, vous allez avoir 20 ampères et en général sur la main ça peut brûler. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous mettez vos pincettes, regardez bien à quel endroit vous les mettez dessous. Pas sur des pincettes, enfin pas sur les circuits, sur les pistes ou quoi que ce soit. Bon là on est quelque chose, on peut pas le mettre là parce que les pistes elles sont ici. Mais je veux dire que voilà, c'est des petits conseils que je vous donne comme ça, même si c'est pas concerné sur cette imprimante là, ça peut toujours vous servir et à faire attention. C'est des petits trucs à faire attention sur pas mal de machines, ça c'est... Enfin, je veux dire, dès qu'on manipule quelque chose où il y a du courant dedans, il faut faire gaffe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la carte mère, on va regarder vite fait ce qu'il y a dessous, et après on attaque le montage final. Allez, on se retrouve pour la partie carte électronique, et franchement, je suis assez emballé par la qualité d'assemblage du truc, hein, c'est vraiment bien proposé, enfin je veux dire, tout est bien agencé, c'est pas tout collé l'un à l'autre, enfin je veux dire, les câbles, en même temps vu la place qu'il y a dans le boîtier, il y a de quoi faire. Mais je veux dire, c'est vraiment bien agencé, les câbles sont bien fixés, enfin je veux dire, c'est bien fait. On a deux ventilateurs, donc on en a un ici et un ici, qui vont servir à souffler du coup sur ceux-là et sur ceux qui sont ici. Alors ceux qui sont ici, c'est ceux qui vont piloter les extrudeurs, et on a également des MOSFET qui vont piloter, enfin on a les MOSFET qui vont piloter, ça part directement sur le plateau chauffant en fait, ça part directement ici là. On a la carte mère principale qui est ici, avec le lecteur de carte SD là-bas, le port USB. On a la petite nappe qui va partir sur l'écran. Du coup, l'écran, je regarderai la référence de ce que c'est, parce que j'aime bien personnaliser les écrans et faire mon petit truc, et du coup, comme je vois qu'il a un petit processeur et tout, ça doit être il a même un petit port carte micro SD, là. Ça veut dire qu'il doit avoir sa possibilité de faire son petit code source et de faire sa petite potasse. Alors par contre, c'est pas du 32 bits, hein, c'est du bon vieux Atmel 2560, hein, ce que je vois la puce, là. Bon, après, ça reste efficace, hein, ça marche très bien, franchement, je dis... avec un bon tranchage, ça fonctionne très bien. Le 2560, il s'en sort très très bien. Ici, on a un relais qui va piloter, en fait, je pense, la reprise en cas de coupure de courant, et je pense qu'il va également piloter, à mon avis, lui, il va servir pour piloter un arrêt de la machine en fin d'impression. On a une alimentation ici 24 volts en 360 watts, 15 ampères. Du coup, vous voyez, c'est vraiment bien agencé, ça me plaît, c'est propre. Allez, donc j'ai gagné du temps, j'ai déjà assemblé le portique. Vous avez que 4 vis à faire. Par contre, n'oubliez pas sur les 4 vis de mettre les rondelles qui sont dessous, hein, les petites rondelles tranchées là. Ça sert également à éviter que ça se desserre par la suite. Donc là, la machine, j'ai fait exprès de ne pas assembler tout de suite les câbles pour vous expliquer quel câble va aller à quel endroit. Alors, une dernière chose que j'ai oublié de vous parler, quand vous allez recevoir la machine, pensez bien à regarder ici, là vous avez un petit connecteur, enfin un petit interrupteur en fait qui fait la position 220 et 110. Pensez bien à le regarder qu'il soit bien sur 220 parce que sinon quand vous allez allumer la machine, c'est pas compliqué, votre alimentation va cramer. Hein, c'est super important de bien contrôler ça, enfin 230, 115, là, bien regarder ça. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, 230. Hein. Après ça dépend dans quel pays vous êtes, hein. Ça aussi c'est possible que vous soyez dans un pays où ça soit 110 volts, mais en général quand vous êtes en France c'est 220, 230, voilà quoi. Donc alors après les connecteurs, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les fils qui sont ici, alors on va avoir
ici marqué X1 et on va avoir X1 également. Donc X1, c'est pas compliqué, vous le mettez sur ce moteur là, c'est-à-dire moteur X1. Tac. Le petit connecteur noir, c'est pour le end-stop. Tac, on se met sur le end-stop. Donc ensuite, on a le Z qui sort d'un côté ici. On a le end-stop du Z plus le connecteur du Z. C'est pas compliqué, franchement, c'est super simple à faire. Tac, X2 et X2. Tac, on fait pareil pour le Z du coup. Z qui est ici. Tac. Et le petit connecteur du Z qui est ici. On le met là. Et voilà, là on est OK. Donc là on a tout connecté, ce qu'il y a à connecter pour l'instant. Ensuite on va monter les deux extrudeurs. Alors les deux extrudeurs c'est pas compliqué, on va prendre toutes les vis M3 les plus longues que vous avez là. Celles-ci là qui sont dans le sachet, les plus grandes. Vous allez en avoir besoin de 4 par truc. C'est pareil, là je vous l'ai dit tout à l'heure, faites bien attention. Si jamais vous avez peur de faire une bêtise ou quoi que ce soit, ce que vous faites c'est que vous prenez un bout de mousse comme ça et vous le mettez là. Comme ça, si jamais vous échappez votre truc, eh ben, ça évitera de tout éclater. Donc là, ce que je vous conseille de faire, avant de le mettre tout de suite, c'est au moins de mettre en place deux vis. Alors, on va mettre les deux vis du haut, là. Vous les rentrez ici, par en dessous la courroie, là. Vous passez là. Tac. Vous voyez, là, vous les mettez là, là. Deux petites vis ici. Vous prenez votre clé BTR qui a la bonne taille. Alors pour l'instant, mon ressenti sur cette machine-là, à ce moment-là de l'étape de montage, franchement pour moi ça respire la qualité, c'est costaud. Bon, à part le fait que c'est pas vissé, hein, qu'il n'y a rien qui est serré, mais ça je pense que c'était prévu, je pense, ça c'était prévu, que je sais pas, vu que c'est une machine qui a monté, ils ont dû se dire les mecs ils vont se démerder, ils vont tout remonter eux-mêmes. Parce que vu que la notice est en 2 pages, je pense que cette machine-là, je vais vraiment vous dire mon avis sur quelque chose aussi, c'est... Si ça serait moi qui devrais orienter quelqu'un dessus, pour quelqu'un qui s'y connaît déjà en bricolage d'imprimante 3D, ouais. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de bricolage d'imprimante 3D, non. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui va quand même nécessiter une certaine expérience d'impression 3D déjà. Pour faire du simple extrudeur, au pire, au pire, vous pouvez faire ça déjà. Vous pouvez l'acheter, vous servir que d'un seul extrudeur. C'est-à-dire que vous allez faire de l'impression 3D standard. Vous allez quand même devoir la monter, vérifier tout ça et tout. Ça, c'est une expérience qu'il va falloir acquérir. C'est pour ça que ma vidéo, j'essaie de vous la faire la plus complète possible pour que vous ayez vraiment les bases pour faire tout ce qu'il y a à vérifier là. Comme je vous ai dit, tous les excentriques, les visseries, les courroies. Ça, c'est pareil, là, les contre-écrous que je vous ai dit dessous, il ne faut pas oublier, il faut le démonter ça, il faut resserrer tous les contre-écrous, c'est super important pour avoir quelque chose. Là, vous voyez, il n'y a plus rien qui bouge. Là, le truc, il est solide. Même le portique, je trouve qu'il est quand même assez solide sur cette machine-là. Je trouve que c'est vraiment une machine qui est imposante, qui est bien conçue. Franchement, elle est bien conçue. Mais le contrôle qualité n'est pas passé, c'est clair et net. Il n'est pas passé. Par contre, tout est protégé. Hein, les courroies sont protégées. Bon, là, il faut que je resserre les vis parce que j'avais démonté les petits carénages pour regarder comment c'était fait dedans. Mais franchement, il n'y a rien de spécial. Il y a juste le capteur optique qui est ici de chaque côté. Je les ai replacés également, ça vous pouvez le faire aussi, vous défaites les 4 vis du petit cache qui est là sur le côté, vous défaites ce petit cache et en fait vous avez le capteur optique. Il est possible qu'il soit desserré comme tout le reste de la machine, vous resserrez tout ça, vous contrôlez tout et franchement on a vraiment un outil qui, pour moi, qui respire quelque chose, c'est pas un jouet. Pour moi ça ressemble pas à un jouet, c'est clair et net, je vais peut-être en décevoir certains mais contrairement à une X1, pour moi, la X1, ça ressemble à un truc bâclé. Hein. Franchement, je suis désolé. Il y en a, ils vont me dire les trucs plats, là, les nappes plates, c'est bien, c'est cool. Quand elles auront cramé, on en reparlera. Parce que ça risque d'arriver. Ça, c'est formel, j'en ai vu qui ont cramé déjà sur des forums. Ce que je veux dire, c'est là, bon, on n'a peut-être pas un plateau en 220, mais l'option existe. Hein. Je vous ai dit, hier, il y a le kit de luxe. Là, vous pouvez avoir le plateau en silicone en 220 qui monte jusqu'à 110 degrés. Si vous pouvez rajouter cette option, vous le mettez. Au pire, ça vous apportera quelque chose de plus.
Pour faire du PLA, un plateau comme ça qui monte jusqu'à 60, ça suffit largement. Ça respire la qualité, franchement, le carénage est vraiment bien fait. Je vous ai dit, dedans, c'est bien rangé. Sur ma X1, les câbles à l'intérieur, c'est rangé comme... c'est pas rangé, en fait, c'est tout balancé à l'arrache, c'est dégueulasse. L'alimentation, sur la X1, je vous l'avais montré, l'alimentation, c'est une fanless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur. Peut-être qu'elle pilote que la carte mère, mais elle chauffe. Et elle chauffe, et vous avez vu que déjà, dans ma première partie, je vous ai dit qu'il y en a une qui s'est mis à siffler au niveau du transfo. C'est parce que ça chauffe, et c'est pas fait pour. Il n'y a pas de ventilation dessous, à part le tout petit ventilateur qui souffle vite fait sur la carte mère. Et voilà. Là, on a vraiment quelque chose... Déjà, c'est grand, on a de la place. Pourtant, c'est une 30-30, mais elle est beaucoup plus grande. Hein. Par contre, ça, c'est clarinette, là, elle m'a l'air immense quand même. Donc, je vais mesurer l'encombrement qu'elle prend, cette machine, si vous avez besoin de faire un coffrage. Alors déjà, c'est pas compliqué, vous avez 60 cm de côté, pour prendre en compte les deux moteurs de X, vous avez 60 de haut. Si vous mettez pas les portes-bobines, moi je vais pas les mettre, hein. Je vous ai dit, je vais mettre un portique au-dessus avec un système avec des barres. Et ensuite, pour mesurer une imprimante en profondeur, il faut sortir le plateau complètement à l'arrière. Pourquoi? Parce que on a besoin de place pour sortir le plateau. Donc là, on va prendre la mesure comme ça, et là, on a besoin de 65. On a besoin de 65, mais rajoutez, on mettait 70. Pourquoi? Parce qu'on a le câble. Ça vous évitera d'avoir quelque chose qui va venir s'écraser contre le mur et qui va plier votre câble. Ça aussi, c'est super important, parce qu'à force de les plier, les câbles, ça arrive à les couper et ça fait de la merde. Alors que là, si on a un câble qui est libre, qui se promène et qui se prend dans rien du tout, là, c'est cool. Et vous voyez, là, le câble, comme il est gainé, il n'a aucune chance de s'accrocher, ni quoi que ce soit. Non, c'est vraiment bien conçu. Franchement, c'est bien conçu. C'est bien conçu, le système avec les deux roulements. Bon, on n'a peut-être pas de courroie de guidage en haut, mais on s'en fout, puisqu'on a un vrai double Z. On a deux Z pilotés indépendamment. On a chacune un end-stop. On a chacune un stepper. On a vraiment deux Z pilotés. Et pourquoi? Parce que c'est super important d'avoir deux Z pilotés quand on a deux extrudeurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont se compenser les deux et ils vont vraiment faire un calibrage le plus propre possible. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais allumer la machine et on va regarder tout ça. On va remettre la plaque de verre là, parce que ça va peut-être servir à quelque chose. Et on va regarder le menu, tout ça, et je vous ferai une brève conclusion de mon ressenti maintenant, là, avec tout ce que je vous aurais montré. Et dans la partie 2, on fera le calibrage et tout ça, parce que sinon la vidéo va durer 10 ans et vous allez quitter, vous en avoir marre. Donc dans la partie 2, qui va arriver très vite, hein, par contre je vais la faire très vite, parce que j'ai vraiment besoin de cette machine-là, de m'en servir tout de suite, parce que j'ai de l'impression double extrudeur à faire avec cette machine-là. Les machines mixtes qui font du dual extrudeur, franchement, je veux dire, c'est cool, ça fait du double extrudeur, les gens ils peuvent en avoir besoin. C'est pas le même budget que celle-là, parce qu'on n'a pas deux extrudeurs, donc on a un peu moins de budget. Mais franchement, si on veut vraiment une vraie machine double extrudeur, pour moi, ça va être le IDEX. Aujourd'hui, ça va être le IDEX le choix. On n'aura pas de purge, on n'aura pas de tour de purge, on va pas gaspiller du filament. Imaginez, on a une tour de purge qui fait presque aussi lourde que le poids de la pièce. Quand on fait des petites pièces, c'est du gaspillage. Franchement, c'est du gaspillage la tour de purge. C'est du gaspillage parce que ça va à la poubelle. Là, on n'aura pas de tour de purge, puisqu'on aura directement deux extrudeurs qui vont amener tout de suite le filament, qu'ils n'auront pas à se purger. Donc ça, c'est vraiment le gros point sur les IDEX. Et franchement, les IDEX, les mix, je vois pas déjà pourquoi ça existe. C'est cool, c'est sûr, on peut avoir du double extrudeur, de la double couleur. On peut faire du mix. Ça, par contre, c'est bien, parce que sur certaines, on peut faire du mix. Sur la D12, on peut pas faire de mix. Pourquoi? Parce que le fil, il est obligé de sortir pour amener l'autre. On peut peut-être utiliser la fin de la couleur qui reste, mais au bout d'un moment, on va revenir sur la couleur de base. Donc ça sert à rien. Alors que sur la U20, enfin c'était la U20, non c'était pas la U20, c'était la Gitek A10M je crois, et la 20M et tout ça, elles avaient possibilité de faire du mix, du vrai mix de couleurs. Pourquoi? Parce qu'on injectait les deux filaments en même temps au niveau du corps de chauffe. Les deux corps de chauffe, enfin les deux trous se chauffaient en même temps et ça avait le temps de mélanger. Du coup ça faisait son espèce de tambouille. Mais il fallait passer par leur logiciel de mixage. Là on va pas faire du mix, on va faire de la vraie dual matériaux, de la vraie dual couleur. C'est vraiment fait pour ça. Allez, c'est parti, on va se retrouver pour la partie présentation de l'écran et de la machine en elle-même. On va voir les fonctions un petit peu de tout ce qui se retrouve sur l'écran. On va regarder tout ça, on va démarrer ça. Donc, alors le bouton qui est à l'arrière, c'est pas un interrupteur à bascule. C'est-à-dire qu'en fait, on va cliquer dessus, mais on va le laisser revenir en position. En fait, il va déclencher le relais. Tac. Bon, des fois, il répond pas bien, par contre, j'ai remarqué. Mais là, du coup, il a bien répondu. Du coup, c'est un clic-clic. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous ne forcez pas, hein, il ne reste pas en position, il revient. C'est fait exprès, en fait, c'est lui qui déclenche le relais. Et comme je vous disais, d'après ce que je vois, là, le relais, donc, il va servir à éteindre la machine en fin d'impression. Donc, on va regarder ça. Donc, on voit l'écran. Donc là, vous pouvez voir qu'il fait 7 degrés dans l'atelier. Je me pèle le cul depuis tout à l'heure. Donc, il ne fait pas très chaud. Même le plateau, là, il est gelé. Là. Oui, je suis dans l'atelier. Pourquoi? Parce que j'ai plus de place pour manipuler. Quand je commence à avoir pas mal de machines là-haut, j'ai un peu moins de place pour manipuler. Donc c'est mieux de faire la vidéo ici. Puis comme ça, au moins,
J'ai le temps, je peux faire ce que j'ai envie de faire ici. Alors, donc on va faire un home. Donc là, ce que vous entendez, c'est les ventilateurs qui se déclenchent. Dès qu'on active quelque chose, en fait, une fonction sur la machine, ça active les ventilateurs. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'elle a fini ses mouvements, bah, elle coupe tout. Comme ça, on n'a pas de bruit. Par contre, ils font quand même un petit peu de bruit. Bon, après, c'est pas non plus excessif. Alors là, vous allez voir les doubles Z qui vont se mettre en position. On a le premier Z qui se met en position. Attendez, je vais vous remontrer vite fait. Vous allez voir que le double Z, c'est vraiment marrant. Ça fait le premier, donc du coup, enfin là d'abord ça fait XY, un Z et un deuxième Z. Vous avez vu, il y a le droite et le gauche et le droite qui se mettent en position. C'est pas mal, je trouve. Donc, au final, on voit vraiment qu'il y a deux Z, quoi. Ça, c'est cool. Du coup, on a vraiment une machine qui est bien conçue, qui est vraiment bien qualitative, qui a vraiment pas mal d'options. Ça, je suis assez content sur ça. Bon, print SD, bon, il n'y a pas de carte. Ah ben non, on n'a pas de carte. Donc, ouais, il a détecté. Je pense qu'il a détecté qu'il y avait déjà une carte qui avait été testée avant, avec un cube de 20 par 20, peut-être. Bah, les gars, ils l'ont testé, bah, je sais pas comment ils ont fait, parce qu'avec la machine qui était rien, qui était serrée, c'est pas grave. Alors, tools, on a leveling, cooling, donc ça c'est pour refroidir. On va mettre temp, on va essayer de faire chauffer un petit peu, peut-être, parce que comme ça caille. Donc, preheat PLA, donc là, il est sur 200 et 200, et le plateau, je sais pas s'il l'a réglé tout de suite, ou s'il va faire une fois qu'il aura fait chauffer le reste. On verra bien après. Fan on, on va l'allumer pour voir. Ça allume les fans pour les pièces. Ok, ça allume les petites cages d'écureuil en fait qui sont sur les côtés. On revient. On a quoi d'autre? Donc là, il s'est déclenché. Donc là, qu'est-ce qui nous a activé? Ok, il se déclenche à partir de 90 degrés les deux ventilateurs d'extrudeur. Ok. Faire si on peut cliquer sur les zones là pour mettre des chiffres. Ouais, on peut mettre des chiffres. On peut taper des chiffres. Ok, on peut mettre 60 par exemple si je veux pour le plateau. Donc on fait clear pour effacer tout. 60, on met ok. 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 Je sais pas si dans le preheat ils avaient déjà réglé 60, moi je mets 60, peut-être que pour le PLA ils n'ont pas mis de température, on verra bien. Ensuite, nozzle. Alors on choisit soit le nozzle 1, soit le 2, sur lequel on veut travailler. S'il passe sur le 2, bah, il fait un home, il revient sur le 2, ok. On revient sur le premier. Print from any Z, ça par contre il va falloir que je regarde ce que c'est. Le power off, là ça éteint la machine, du coup si vous cliquez dessus, ça évite d'aller au bouton derrière sur la machine, ça c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est pour le filament. Le leveling, on le fera dans la partie 2. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, ça clignote en rouge là quand ça chauffe. Ça c'est cool. Au moins, on voit qu'il y a quelque chose qui prévient que c'est en train de chauffer. Setting. Ok, donc setting, on a calibrate ici. On a à propos, on va regarder ce qu'il y a dedans. Firmware, juillet 2017. Enfin, 17 juillet 2020. Ok. Powerhead par Tenlog. On a tous les petits trucs qui nous disent REHS. Les normes en fait. Hein. On a les normes FC, on a les normes CE. On a vraiment une machine qui répond. Alors, il faut cliquer pour fermer ça. Reset, c'est pour revenir en arrière. On a toutes les steps ici. Ça, vous pouvez le prendre en photo si jamais vous voulez garder vos valeurs. Comme ça vous permettra, si jamais vous faites une bêtise sur la machine ou que vous voulez modifier le firmware. Vous voyez, il y a le auto power off. Là, il est coché. Ok, il faut cliquer dessus le texte. Vous voyez, là, ça coche ou pas. Ok. Donc, je vais l'activer. Hein, l'auto power off, c'est cool. Si jamais ça finit d'imprimer, que ça s'éteint, c'est pas mal. Donc tools on l'a fait. Non, j'ai pas envie d'éteindre tout de suite. On va regarder tout ça, donc on va revenir en arrière. Dual matériaux. Donc on a le dual matériel. Donc là du coup ça va imprimer deux couleurs, deux matériaux, hein, ça va utiliser les deux extrudeurs pour faire un seul et même travail. Hein, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un G-code qui a été prévu pour du dual matériau. Ensuite on a duplication. Duplication, en fait on va faire un seul G-code pour le premier, par contre il faudra bien prendre en compte l'espace. Hein. On va vraiment avoir un petit volume ici qui va être coupé en deux par rapport à la taille du bloc et par rapport à la taille du plateau. Mais du coup, duplication, ça va créer le même modèle avec par exemple la couleur rouge ici, la couleur blanche, enfin peu importe ce qu'on a. Ensuite, on aura également la possibilité d'avoir le mode miroir, c'est-à-dire le mode symétrie en fait. Ça va créer une pièce retournée. C'est-à-dire que c'est pratique si jamais on fait par exemple un robot, une voiture ou quelque chose et qu'on veut faire quelque chose qui soit la symétrie de l'autre, on peut le faire en même temps. Et du coup, on divise les temps par deux. Par contre, il faudra bien prendre en compte la taille du plateau, qui est divisé par deux sur cette machine-là. C'est pour ça que là, il faudrait quand même penser à viser sur des grosses machines si on veut faire du vrai IDEX sur des grosses pièces. Et là, Tenlog, j'ai regardé sur leur site, et on a vraiment un monstre. Sur leur site, on a une machine qui fait 600 par 600 par 600. Et là, on a vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir du coup un double plateau. Il ne fera pas 30-30, il fera peut-être 28 ou 26 en perdant l'espace de ça. Mais en profondeur, par contre, on a vraiment les 30.
et même en hauteur. C'est ça qui est bien, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va nous permettre de faire deux colonnes, enfin deux grosses colonnes, quoi. Donc là, on clique sur Dual Material. Je ne vais pas imprimer tout de suite, de toute façon, on va faire les mouvements d'axe, donc on l'a déjà fait. Bah, du coup, bah, on a fait le tour de l'écran, il n'y a pas tant de trucs que ça. Hein. Dans Setting, on a tout regardé. Bon, Calibrate, on le fera après. English. En fait, il faut que ça soit coché noir hein, pour que ça soit activé. Parce que je vois que là, English, il est coché. Donc, il faut que ça soit le petit point noir ici pour que ça soit activé. Ok. Bon, bah, on a fait le tour. Bon, ben, je vais vous redonner mon ressenti. Je vais toucher le plateau, voir à combien il est là. Et il est déjà à 60. Hein. Enfin, il est à 57, mais il est déjà chaud. Il chauffe vite. Hein. Je sais pas combien de temps il a mis à chauffer pendant que je parlais, mais il a vite monté à 60. Pour une alimentation en 24 volts, c'est pas mal. Hein. Les extruseurs sont déjà à 200. Bon, ils n'ont pas de fil qui coule. Non, ils n'ont pas de fil qui coule. Bon, ça, après, on verra tout ça pendant la partie 2. Je vais vraiment vous faire une partie 2 complète également, parce qu'il va y avoir les explications sur le double extruseur, sur le mode IDEX, tout ça, enfin, je veux dire, la symétrie, le miroir. Je vais vraiment vous en parler dans la partie 2. La partie 1, pour moi, là, elle est terminée. Je vais faire une conclusion de mon ressenti de tout ça, là. Par contre, j'ai pas remis la plaque de verre, du coup, bah, là, ça chauffe, mais ça servira à rien. De toute façon, je vais pas imprimer tout de suite. Il faut que je la remonte dans l'atelier, parce que là, c'est pas la peine, je vais pas imprimer ici, ça caille trop. C'est pareil également, pensez à bien fixer vos câbles. Alors les câbles, moi ce que je fais, c'est que je les ai fait passer par en haut. Je les ai pas fait passer par en dessous comme eux ils font, parce que j'ai pas envie que ça pende sur la pièce pendant que ça imprime. Comme ça, en moins, en haut, là, ça risque rien. Bon ben voilà, mon ressenti sur la Tenlog TLD3 Pro. Pour l'instant, ben, c'est un sans faute. À part la visserie qui a contrôlé, mais bon, c'est une machine à assembler, donc techniquement, on a quand même du boulot à faire dessus. Donc ben, la visserie à vérifier, c'est pas un problème en lui-même, puisqu'au final, on va le faire. Et si vous regardez ma vidéo, de toute façon, vous verrez, je vous en aurais parlé, de toute façon, je vous aurais dit, comme ça vous évitera d'oublier de le faire. Hein. Donc vous contrôlez bien toute la visserie. La machine en elle-même, pour moi, elle respire la qualité. Déjà, le rail est costaud, il est propre, il est déjà graissé, ça je trouve que c'est propre. Enfin, je veux dire, tous les blocs qui sont fermés, c'est vraiment pas mal. Ça évite d'avoir tendance à vouloir mettre les mains sur les extrudeurs et tout. Par contre, le petit ventilateur cache d'écureuil, j'aurais bien vu un petit cache quand même pour le protéger. Pour éviter que les gens mettent les doigts dessus. Hein. Mais bon, après, ça en lui-même, bon, on peut le faire par la suite. J'ai pas encore monté les petits capteurs de fin de filament, parce que je vais le faire, mais après, je vais mettre mon filament d'abord. Donc, le plateau, bah, il a chauffé super vite. Hein. Pourtant, il faisait 7 degrés. Vous avez vu dans l'atelier, il a fait 7 degrés. C'est monté super vite. Donc, dans l'atelier où il fait 20 degrés là-haut, je pense que ça mettra beaucoup moins de temps à chauffer. Il est à 60, là. Il est vraiment à 60. Il est vraiment brûlé, par contre. Mais il est bien chaud. Ça fait bien, par contre. Hein. Je vous garantis que ça fait du bien dans l'atelier où il fait froid, là. Vous pouvez voir que, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais je me pèle, là. Je me pèle vraiment. C'est pour vous que je fais ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la chauffe. Donc là, on arrête tout. On va attendre qu'elle arrête ses ventilateurs, là. Donc là, je vais dire un énorme merci à Franck de Studio Lab 39. Franchement, n'hésitez pas à aller voir son site. N'hésitez pas, hein, franchement, si vous voulez une Tenlog, franchement, allez sur son site, ça vaut le coup. Vous n'avez pas de frais de douane ni quoi que ce soit, ça vient de France. Vous avez la possibilité d'avoir de la pièce détachée. Comme je vous ai dit, vous avez le kit de luxe qui vous contrôle. Lui, par contre, là, il vérifie tout. Il va vérifier tout, il va vous mettre des petits accessoires en plus. En plus, vous aurez des TNC 2208. Vous avez vu, on n'entend vraiment pas la machine à part les ventilateurs. Mais ça, c'est comme sur toutes les machines. On peut mettre du ventilateur de 24 volts silencieux, ça existe. Sinon, vous avez la possibilité de mettre un convertisseur de tension, un abaisseur de tension hein, qui va vous descendre la tension à 12 volts et vous mettez un ventilateur style Noctua et là, vous aurez vraiment une machine silencieuse que vous n'entendrez plus du tout. Après, vu qu'on a une alimentation avec un ventilateur, il est possible également qu'elle fasse du bruit là. C'est possible qu'elle en fasse. Parce que normalement, dès qu'on alimente quelque chose, elle se déclenche les alimentations comme ça. Donc je pense qu'elle doit s'alimenter, enfin, elle doit faire un peu de bruit elle aussi. Mais bon, après, ce sont des machines, pour moi, ce sont des machines dites, on va dire, orientées maker et tout ça, des gens qui vont s'en servir souvent. En général, on n'achète pas une machine à 600 € pour rien faire. Donc en général, c'est soit dans un atelier, donc le bruit, on s'en fout un petit peu, soit c'est dans un bureau et on fait en sorte d'avoir un caisson ou quelque chose comme ça. Mais bon, je pense que c'est... Enfin, moi, je veux dire, dans l'atelier en lui-même, je m'en fous du bruit, en fait, parce que les machines, elles font du bruit et c'est isolé, j'entends pas, donc... ça me gêne pas de ce côté-là. Après, on a les TMC 2208 qui vont vraiment faire un job cool pour ça, pour les bruits du moteur. Là, vu que c'est en train de refroidir, on est à combien? Ils vont pas tarder à s'arrêter les ventilateurs là. Par contre, ce qui est bien, c'est que comme il fait froid, il refroidit vite. Hein. Ah, c'est 80. La température de seuil pour que les ventilateurs se coupent, c'est 80. Du coup, en dessous de 80, ben, ça s'arrête et vous n'avez plus de bruit. Vous avez vu. Ça, c'est cool par contre, parce que c'est vraiment bien autogéré. Du coup, l'alimentation, enfin la machine en elle-même. Et là, vous avez vu, vous pouvez éteindre la machine d'ici, ça c'est cool aussi. Non, franchement, la Tenlog, franchement, respire la qualité.
franchement, on va se faire la qualité. Ça m'intéresse vraiment de travailler sur cette machine-là. On va voir ce que ça donne. Je vais remettre la plaque de verre et je vais tout monter à l'atelier et je vais attaquer ma petite partie 2. Moi, je vais bosser sur mes projets. Je vais imprimer des pièces. Je vais vous préparer un tutoriel complet sur le tranchage de pièces en double. Parce qu'il faut que j'apprenne à le faire du coup sur une IDEX, parce que je l'ai encore jamais fait sur la IDEX. Voilà, donc je remercie Franck, un énorme merci à toi de m'avoir permis de tester cette machine. On n'a pas fini, il y a du boulot dessus, enfin je veux dire, j'ai beaucoup de choses à faire dessus et je pense qu'elle va me servir énormément. Cette machine-là va remplacer, je pense qu'elle va remplacer pas mal de choses que j'ai là-haut. Tout ce qui est mix, les imprimantes mix, bon je les présenterai quand même, mais je veux dire que celle-ci, elle va me servir énormément. Je pense que ça va être un outil de travail important avec la D9 qui me sert énormément. Alors on m'a posé la question, si vous êtes encore là, la D9 en 500, je vais faire la vidéo dans pas longtemps. Je l'ai prévu, hein, je vais la descendre ici, parce que de toute façon là-haut c'est pas la peine, je peux pas la manipuler avec vous, enfin je veux dire, je peux pas la manipuler là-haut, c'est une machine qui est posée, elle bouge pas. Ici je pourrais la manipuler et vous la présenter. Je vous présenterai tout ce que j'ai fait dessus, tout ce que j'ai amélioré, parce que j'ai amélioré 2-3 petites choses quand même pour la rendre vraiment une machine, on va dire, là la machine en elle-même, elle est vraiment faite pour bosser, je veux dire, à l'imprimeur 2D2 entier, elle bosse à fond quoi. Donc voilà. Donc là celle-ci, là, ça va vraiment être une machine qui va me servir, qui va être un outil. On va faire de l'impression dual matériaux, on va faire du TPU mélangé avec d'autres matériaux, on va faire pas mal de choses. Il faudra que je me procure du filament soluble pour tester, parce que j'en ai jamais testé jusqu'à maintenant et j'ai envie de voir ce que ça donne. Je crois que j'ai un échantillon de PVA là-haut, je suis pas sûr, mais j'en ai pas beaucoup, genre 50 grammes. Donc là, je vous remercie tous également. On a franchi les 6000, on va arriver presque à 6200 abonnés dans pas longtemps. Là. C'est énorme, c'est énorme. Franchement, je suis passé de 2000 abonnés en début d'année, et là, je suis à presque 6200. C'est énorme. Et tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce au boulot que je fais aussi également, mais c'est grâce à vous que tout ça, ça arrive, parce qu'au final, vous vous abonnez. Moi, de plus en plus, j'ai des personnes qui me contactent, la preuve. J'ai des marques qui commencent à me contacter de plus en plus. Gearbest, je bosse pas mal avec eux maintenant, avec toutes les AlphaWise, mais il n'y a pas que des AlphaWise, hein. Il y a eu des Creality, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées avec eux. J'ai la vidéo de la, comment ça s'appelle, de la Flashforge Aventurer 3 qui va arriver là, elle est arrivée vendredi, la machine, je suis en train de faire la vidéo, je suis en train de la préparer là. Alors elle, il n'y aura pas deux parties, il n'y aura qu'une seule partie, et il y aura remarque, il y aura peut-être une partie plus tard, mais je veux dire, j'ai tout fait en une fois en fait, parce que il y avait pas de montage, donc du coup c'est une machine qui est facile à présenter. Allez, j'ai imprimé déjà des pièces avec, franchement elle imprime nickel par contre, hein. Elle imprime nickel. Et ça je vais vous la présenter dans pas longtemps là. Normalement la vidéo devrait arriver dans quelques jours. Mais d'abord, je vais vous sortir ça là, donc du coup, là, comme vous la verrez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un énorme merci à vous tous. Les dons Tipeee commencent à exploser, hein. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait des dons. Là, on est monté à 110 €, c'est énorme. Tout ça, c'est des trucs qui me permettent d'avancer dans ma vie aussi personnelle, qui me permettent d'avoir un revenu au final et qui permettent d'en vivre de mes passions. Parce que là, pour l'instant, les vidéos ne me rapportent rien. Ça, c'est un truc qui est formel. Les vidéos ne me rapportent rien. Ce qui me rapporte un tout petit peu, c'est les affiliations. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme et au final, ça me sert pour l'instant à vivre, quoi. En plus de ce que j'ai comme revenu pour mon handicap, quoi, c'est pour ma tumeur. Mais c'est pas énorme, quoi, c'est pas énorme pour l'instant, j'en vis pas. Ce que j'espère, c'est par la suite pouvoir vivre de ma chaîne. Mais bon, je pense que ça, j'en vivrai peut-être quand je serai arrivé peut-être à 20 000 abonnés, on verra. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Et un énorme merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez sur Instagram, neoprod-fx. Je publie tout ce que je fais, les photos de BB8, de R2D2, de tous mes projets, il y a beaucoup de choses dessus. Il va y avoir du projet. Il va y avoir du projet que je vais vous présenter, il y a beaucoup de choses. L'avantage, c'est que là, je peux me déplacer avec le micro, maintenant, ça, c'est cool. Alors, du coup, il va y avoir du projet, il va y avoir pas mal de choses, des pièces comme ça, des trucs que j'ai modélisés. Ça, c'est moi qui les modélisé. On m'a demandé comment je fais pour poncer mes pièces. J'ai toutes les machines-outils qui sont derrière, mais je ne fais pas que à la machine à outils. Je fais également du ponçage à la main. Je veux dire que j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'utilise du papier de verre, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, je vais vous le présenter dans pas longtemps. Je vais faire pas mal de petites vidéos ici dans l'atelier. Je suis en train de réaménager derrière. Là, je vais remettre des étagères parce qu'il en manque pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais vraiment vous faire de la vidéo tuto sur tous les projets, hein. Je vais vraiment m'y mettre à fond là sur du DIY. En fait, le DIY, quoi, on appelle ça, le DIY, là, le do it yourself. Enfin, moi j'appelle ça faites-le vous-même parce qu'au final, je suis français, hein, je parle français. Donc, il va y avoir beaucoup de choses. Là, ça va bouger un petit peu. Je suis en train de ranger, tout faire propre. On va vraiment bosser dans l'atelier. Il y a des trucs que j'ai conçus, hein, que j'ai créés, que j'ai fabriqués pour des commandes qu'on m'a demandé. Il y a ça, enfin, je veux dire, ça c'est des trucs que je fais pour des personnes qui sont fans de Buffy sur un groupe Facebook là. Enfin, je veux dire, j'ai fabriqué ça. J'en ai plusieurs que j'ai fabriqués là.
j'ai le projet R D2 qui est complet, qui est complet, qui est en train d'être fait. BB8 il est terminé, il n'y a plus qu'à assembler, à faire du ponçage, de la peinture. Il y a pas mal de petites choses. Il y aura de la peinture, des ateliers peinture, il y aura des ateliers soudage, moulage. Enfin, il y aura beaucoup de choses. Parce qu'il y a pas mal d'outils que j'ai dans l'atelier. J'ai de la perceuse à colonne. Enfin, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler maintenant. Et au final, avec toutes les machines que j'ai, les imprimantes 3D, bon, il va me manquer une CNC. Si jamais il y a une marque qui me regarde et qui regarde la vidéo jusqu'à la fin là, je serais ravi de tester une CNC. Mais alors, quand je parle d'une CNC, je parle pas des petits trucs à 150 € là qui servent à que dalle. Non, je veux pas ça. Je veux vraiment investir dans une vraie CNC. Alors, si je pourrais avoir une Workbee, je serais content. Je la mettrais au niveau d'ici. En fait, je vais faire tout un meuble au fond là. Et en fait, ça serait bien d'avoir la CNC ici. Alors, une CNC d'1 mètre par 1 mètre, ça serait parfait. Pour bosser tout ce qui est projet droïde, faire de la découpe, faire de l'usinage de pièces, des trucs comme ça, j'aimerais bien faire pas mal de découpes en fait. La laser CO2 que j'avais conçue, quand j'aurai les moyens d'en vivre à nouveau, je vais en reconstruire une CNC, enfin une laser CO2, ça c'est obligé, je vais en refaire une, parce que la mienne que j'avais en 40 watts me permettait de faire énormément de projets avec. Donc là c'est prévu que j'en refasse une, ça c'est prévu, mais pour l'instant je peux pas. Il faut d'abord que j'avance dans ma situation perso, que je règle tout ce que j'ai à régler, et que je puisse enfin sortir la tête de l'eau. Voilà. Donc, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous connaissez quelqu'un, une marque qui existe et qui fait de la CNC, qui serait ouvert à proposer une machine en partenariat, je serais ravi de la tester pour vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de marques. Il y a Workbee, il y a Ouznet. Justement, c'est Ouznet qui fait... c'est Ouznet qui fait la Workbee en Angleterre. Ça arrive du coup sans frais de douane. Après, il y a pas mal de marques qui existent en France. Il y a une marque en Charente-Maritime qui existe. Il y a une marque en Charente-Maritime qui existe et qui fait des CNC également, qui sont basés sur les projets Open Build. Non, franchement, il faut que je m'équipe à fond là, pour pouvoir faire pas mal de projets pour vous, et en même temps, comme ça, moi, je pourrais me pointer à la Maker Faire la prochaine fois avec du concret. Les droïdes, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Il y a mon robot perso, il y a le télescope que j'ai pas fini, qui me manque les miroirs. Il y a la voiture RC, c'est pareil, il y a beaucoup de choses que je peux pas faire parce que j'ai pas le budget en fait. La voiture RC, elle est terminée, il manque juste l'électronique, les moteurs. Alors il manque juste les moteurs, il faut que je mette des différentiels en métal parce que ceux imprimés, ils vont peut-être pas tenir trop longtemps. Il me manque la radio et le moteur. Le moteur, c'est tout. Voilà. Et les batteries, quoi. Enfin, les batteries, après, je veux dire tout ce qui est électronique en fait, quoi. Voilà. Donc, merci à tous. La vidéo partie 2 sur la Tenlog arrive bientôt. Portez-vous bien et abonnez-vous.